Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2.4 qui consiste à estimer des ordres de grandeur naturels à partir de l'analyse dimensionnelle. Donc là, les ordres de grandeur qu'on va essayer d'estimer, ce sont ceux de la physique atomique, en particulier quelle est la vitesse typique à laquelle un électron orbite autour de son noyau, quel est le temps que met cet électron pour faire un tour, quelle est la taille typique d'un atome, quelle est l'énergie typique en jeu dans les fréquences de transition dans un atome, etc. Donc tout ça, on va pouvoir l'estimer avec une analyse dimensionnelle. Alors la première question qu'on pose, c'est de justifier pourquoi est-ce que dans les paramètres pertinents qu'on va considérer ici, qui sont h bar, le rapport kappa qui est E carré, E c'est la charge de l'électron divisé par 4 pi epsilon 0 et la masse de l'électron, pourquoi est-ce qu'on n'a pas considéré la masse du proton comme étant un paramètre pertinent? Donc là l'idée est relativement simple, ça consiste à regarder un peu que vaut la masse du proton, et la masse du proton c'est environ 2000 fois la masse de l'électron. Donc les protons sont beaucoup plus lourds que les électrons, et donc on va pouvoir considérer que pour une force donnée, donc par exemple la force d'interaction électromagnétique entre l'électron et un champ électrique, et bien pour une force donnée, l'accélération ça va être F sur M, et donc l'accélération sera d'autant plus petite que la masse est importante. Donc pour une même force, si vous exercez cette force sur l'électron ou si vous l'exercez sur le proton, la réponse entre guillemets de l'électron sera 2000 fois plus importante que la réponse du proton, c'est-à-dire que l'accélération de l'électron sera 2000 fois plus importante puisque l'électron est plus léger. Et donc autrement dit, les objets qui sont les plus dynamiques, ce sont ceux qui sont les plus légers. Donc l'électron va être beaucoup plus sensible à une force donnée que le proton. Entre guillemets, on va pouvoir considérer que les protons sont fixes. L'accélération du proton va être très petite devant l'accélération de l'électron. Donc les protons sont fixes. Donc s'ils sont fixes, eh bien ils ne vont pas participer à la physique en question ici. Donc on va pouvoir oublier la masse du proton dans cette histoire. Alors ensuite on demande pourquoi est-ce que dans la question 2 on peut négliger également l'apparition de la constante de Newton-Granger. Bon, ça c'est relativement simple aussi à réaliser, c'est que si je regarde le rapport entre la force électromagnétique, donc la force de Coulomb, E2 sur 4 pi epsilon 0 r carré, et la force gravitationnelle, qui vaut Granger ME MP sur r carré, on voit que les distances vont disparaître, 4 pi epsilon 0 fois r carré divisé par Granger ME MP sur r carré. Ici les distances vont disparaître et je vois que ce rapport de force il dépend de rien, donc ça va être E2 sur 4 pi epsilon 0 Granger ME MP, et si on fait l'application numérique, eh bien ce qu'on trouve c'est que ce rapport est extrêmement grand, il est de l'ordre de 2 10 puissance 39, donc ça c'est très très grand devant 1. Ça me dit donc que la force électromagnétique c'est celle qui va très très largement dominer le problème de la physique atomique, et donc je peux complètement négliger la gravitation. Comme je peux négliger la gravitation, on peut oublier Granger. Donc on va donc s'intéresser uniquement aux trois grandeurs qui sont données dans l'énoncé, c'est-à-dire h bar, ME, et puis ce E2 sur 4 pi epsilon 0 qu'on va appeler donc kappa. Donc à partir de ces trois grandeurs, on veut construire des échelles caractéristiques dont on va voir qu'ils vont donner des ordres de grandeur naturels. Donc première chose qu'on peut essayer de construire, c'est par exemple une longueur caractéristique. Donc pour construire une longueur caractéristique, on va dire que ça va être typiquement, donc à une constante sans dimension près, K, ça va être h bar à une certaine puissance alpha, mon kappa à une certaine puissance bêta, et puis la masse de l'électron à une certaine puissance gamma. Ce que je cherche dans cette analyse dimensionnelle, c'est alpha, bêta et gamma, pour que cette relation soit homogène. Donc LC,
ça comme dimension évidemment grand L, ça doit donc être la dimension de h bar à la puissance alpha, la dimension de kappa à la puissance bêta, et puis la dimension de la masse de l'électron à la puissance gamma. Donc ça fait grand M puissance gamma. Je vois dans ce problème qu'il va falloir que je détermine la dimension de h bar, la dimension de kappa. Donc pour la dimension de h bar, il faut que je fasse intervenir une relation faisant intervenir h bar. Donc h bar, je rappelle, h bar c'est h sur 2pi. Donc la dimension de h bar, évidemment, c'est la même que la dimension de h. Donc je cherche une relation faisant intervenir la constante de Planck h. Je sais que E c'est égal à h nu. Et donc la dimension de l'énergie, ça va être égal à la dimension de h fois la dimension de nu. Nu, c'est une fréquence 1 sur un temps, c'est donc du t moins 1. Je sais que l'énergie, E, par exemple, en exploitant que c'est mc2, ça me dit que ça doit être ml2 t-2 pour la dimension de l'énergie. Donc j'en déduis que la dimension de la constante de Planck, h bar, c'est la même que celle de h. Ça doit donc être ml2 fois t-1. Ok, j'ai trouvé la dimension de h bar. Donc j'ai trouvé la dimension qui est ici. Je vais pouvoir ensuite remplacer. Je vais avant chercher la dimension du petit kappa qui est là. Pour la dimension de kappa, j'invoque une relation que je connais qui fait intervenir kappa, à savoir que la force électromagnétique, c'est E2 sur 4pi epsilon 0 fois r carré, c'est-à-dire en fait kappa sur r carré. Donc je peux regarder les dimensions à gauche et à droite. La dimension de la force électrique, ça va donc être la dimension de kappa divisée par une longueur au carré. Mais la dimension d'une force, masse fois accélération, mlt-2. J'en déduis donc que la dimension de kappa, c'est ml3 t-2. Je vais remplacer ces deux dimensions que j'ai trouvées là, pour h bar et pour kappa, dans cette relation ici, qui est la relation que je vais appeler étoile. Donc la relation étoile, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que une longueur qui était LC, ça doit être h bar à la puissance alpha, c'est-à-dire m puissance, donc ml2 t-1 à la puissance alpha. Il y a kappa ml3 t-2 à la puissance bêta. Et puis, dernier paramètre, c'est la masse, donc grand M puissance gamma. Je développe tout ça, ça me dit que L, c'est M à la puissance alpha plus bêta plus gamma. Il y a du L à la puissance 2 alpha plus 3 bêta. Et il y a du T à la puissance moins alpha moins 2 bêta. Voilà, donc comme d'habitude, L, c'est L puissance 1. Ici, c'est m puissance 0 et t puissance 0. J'arrive aux équations, aux dimensions qui sont 0 égale alpha plus bêta plus gamma. 1 pour L est égal à 2 alpha plus 3 bêta. Et enfin, 0 est égal pour le temps à moins alpha moins 2 bêta. Donc, un système de 3 équations à 3 inconnus, mais je vois que en fait ici là j'ai un sous-système de 2 équations à 2 inconnus que je vais pouvoir résoudre facilement, par exemple en faisant la première équation plus 2 fois la deuxième. Si je fais ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai que 2 alpha plus 3 bêta plus moins 2 alpha moins 4 bêta est égal à 1. Donc j'ai fait exprès pour que les alpha disparaissent. Il va me rester 3 bêta moins 4 bêta, c'est-à-dire moins bêta égale 1, c'est-à-dire bêta est égal à 1. Une fois que j'ai bêta, je vais pouvoir tout simplement bêta égale à moins 1. Une fois que j'ai bêta, je vais pouvoir trouver alpha grâce à l'équation, par exemple, 2i. L'équation 2i me permet de dire, alors je vais plutôt utiliser l'équation 3i, me permet de trouver que alpha c'est moins 2 bêta, c'est-à-dire égal à 2.
Et ensuite, je vais utiliser l'équation I pour trouver gamma. Gamma, c'est moins alpha moins bêta. Donc moins alpha moins 2, moins bêta moins 1 plus 1. Donc ça fait moins 1. Voilà, donc j'ai trouvé le bêta, j'ai trouvé le alpha et j'ai trouvé le gamma qui vaut moins 1. Donc j'ai trouvé la solution à mon problème, c'est-à-dire que la longueur caractéristique LC, ça va être une constante de l'ordre de 1, c'est en dimension, que multiplie h bar à la puissance 2, kappa à la puissance moins 1, et la masse de l'électron à la puissance moins 1. Donc ça, c'est environ, alors je vais prendre K de l'ordre de 1, donc je vais l'oublier, h bar 2 sur kappa fois ME. Ça, c'est la longueur caractéristique que je peux estimer avec mon analyse dimensionnelle. Bon, alors, allons à la suite. Maintenant, on va estimer, on cherche maintenant. On fera les ordres de grandeur après. Un temps caractéristique TC, donc de la même façon, je vais écrire que TC, c'est... Alors, je vais oublier le petit k. Bon, je le mets. Je le mets, mais je vais l'oublier ensuite après. Je vais dire qu'il est sans dimension et de l'ordre de 1. Donc, il va y avoir un h bar puissance alpha, kappa puissance bêta, et puis la masse de l'électron puissance gamma. Je cherche les nouveaux alpha, les nouveaux bêta et les nouveaux gamma pour chercher cette fois un temps caractéristique au lieu de chercher une longueur caractéristique. Donc je vais écrire que la dimension de TC, qui évidemment est un temps, ça doit être la dimension de h bar à la puissance alpha, mais h bar j'avais déjà. La dimension de h bar, la dimension c'est ml2t-1. Donc ça c'est ml2 t-1 à la puissance alpha. Il y avait la dimension de kappa ml3 t-2. Donc ml3 t-2 à la puissance bêta. Et puis il y a m puissance gamma. Donc je tire de cette équation-là. Si je mets tout en facteur, pour la masse, je vais avoir 0 est égal à alpha plus bêta plus gamma. Pour la longueur, 0 est égal à 2 alpha plus 3 bêta. Et ensuite pour le temps, 1 est égal à moins alpha moins 2 bêta. Voilà. Alors là, je vais faire comme tout à l'heure. J'ai un sous-système ici de deux équations à deux inconnues. Donc je vais faire la première équation plus 2 fois la deuxième. Voilà. Donc on va appeler toujours I, 2I, 3I. Donc on fait 2I plus 2 fois 3I. Donc ça, qu'est-ce que ça me dit? Ça va me permettre de me débarrasser de alpha. Donc 0 plus 2 est égal à 2 alpha plus 3 bêta moins 2 alpha moins 4 bêta. Les 2 alpha se simplifient ici. Je vais avoir donc 2 est égal à moins bêta, c'est-à-dire bêta est égal à moins 2. Ok, j'ai bêta. Une fois que j'ai bêta, je vais trouver alpha grâce à 3i. Alpha, ou grâce à 2i plutôt, c'est plus simple d'utiliser 2i. Alpha égale moins 3 demi de bêta, donc bêta vaut 2, donc alpha égale 3, tout simplement. Et ensuite, je vais trouver gamma grâce à l'équation I. Gamma, c'est moins alpha moins bêta, donc c'est moins 3 moins 2 plus 2, donc c'est égal à moins 1. Donc j'en déduis tout simplement que le temps caractéristique, ça va être, j'oublie le petit k, ça va donc être h bar à la puissance 3, kappa à la puissance moins 2 et la masse de l'électron à la puissance moins 1, c'est-à-dire h bar 3 sur kappa 2 fois la masse de l'électron. Ça, c'est le temps caractéristique que je peux construire
avec les grandeurs h bar, kappa et la masse de l'électron. Alors maintenant, si j'avance un petit peu, je veux chercher une vitesse caractéristique. Alors pour chercher une vitesse caractéristique, je pourrais refaire encore une analyse dimensionnelle avec des alpha, bêta et gamma. Mais en fait, je vais être un petit peu plus malin. J'ai déjà construit une longueur caractéristique et un temps caractéristique, donc je sais que cette longueur caractéristique, ça va s'écrire comme ma longueur caractéristique divisée par le temps caractéristique. Donc ça, si on se rappelle de l'expression de la longueur caractéristique qu'on avait obtenue, qui est ici, si je fais h bar 2 sur kappa me, je le divise par h bar 3 sur kappa 2 me, il va me rester simplement kappa sur h bar. Voilà, j'ai trouvé la vitesse caractéristique. Maintenant, je peux trouver une énergie caractéristique. Et cette fois, je vais aussi exploiter le fait que j'ai déjà ce qu'il me faut pour trouver une énergie. Je vais écrire que ça, c'est comme mv2, donc me fois la vitesse caractéristique que j'ai trouvée au carré. Si je remplace, ça va me faire simplement me kappa 2 sur h bar 2. Voilà, j'ai donc trouvé l'énergie caractéristique de mon problème. Alors, dans la question, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répondu à la question 3 ici. On demande de faire maintenant les applications numériques et de commenter. Donc on va faire les applications numériques tout simplement à partir de ce qu'on a obtenu. Alors pour la longueur caractéristique, alors je rappelle la longueur caractéristique, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé h bar 2 sur me fois kappa. Si on fait l'application numérique, ça fait environ 50 picomètres, c'est-à-dire 0,5 angstrom. Alors ça, effectivement, c'est la taille caractéristique d'un atome. Donc on voit bien effectivement que ce calcul d'analyse dimensionnelle nous a donné l'ordre de grandeur de la taille caractéristique d'un atome, puisque ça c'est ce qu'on appelle la longueur de Bohr, le rayon de Bohr. Donc, vous voyez là, c'est quand même assez fou que juste à partir de l'analyse dimensionnelle, on est capable de déterminer quelle doit être la taille d'un atome si on a réussi à identifier les grandeurs pertinentes qui vont piloter cette taille caractéristique, c'est-à-dire h bar, la masse de l'électron, et puis la charge de l'électron divisée par epsilon 0. Voilà. Pour le temps caractéristique, si on fait l'application numérique, on va trouver environ 2 10 puissance moins 17 secondes. Et si je considère à partir de ce temps caractéristique une fréquence caractéristique, qui est l'inverse du temps, on va trouver quelque chose de l'ordre de 5 10 puissance 16 Hz. Et ça, c'est dans le proche UV. Et donc ça, si vous retournez vers votre cours de lumière et couleur, vous savez que ça, c'est typiquement, effectivement, les fréquences des photons qu'il faut pour arracher un électron à des atomes. Vous savez qu'avec les UV, votre peau elle va réagir, elle va bronzer. Donc on est dans les bonnes fréquences, effectivement, pour ce qui est de l'interaction efficace d'une onde électromagnétique avec des atomes. Voilà. Ensuite, si on regarde la vitesse caractéristique, on va trouver quelque chose comme 2 10 puissance 6 mètres secondes moins 1. Donc on voit que ça, c'est très petit devant la vitesse de la lumière, la célérité de la lumière qui vaut 3 10 puissance 8 mètres secondes moins 1. Donc c'est à peu près 1% de la vitesse de la lumière. Alors ça veut dire qu'on a eu raison de ne pas considérer la vitesse de la lumière dans les paramètres pertinents à considérer. Autrement dit, les électrons ils sont non relativistes, mais ils sont quand même à 1% de la vitesse de la lumière. On n'est pas loin d'être relativiste, mais on peut quand même considérer que c'est négligeable. 1% de C, donc non relativiste. Voilà. Donc la physique atomique, elle est essentiellement non relativiste. Après, il y a des effets relativistes qu'on peut aller chercher, mais ça va être des corrections. Et dernière grandeur caractéristique, c'était l'énergie cinétique, l'énergie caractéristique qu'on avait construit. Ça, si on fait l'application numérique, on va trouver 5 10 puissance moins 18 joules. 1 électronvolt, c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules. Si je divise ça par 1,6 10 puissance moins 19, je trouve environ 30 électronvolts.
Donc ce que je vois, c'est que je trouve comme énergie caractéristique la dizaine d'électronvolts, et ça c'est bien aussi, puisque c'est le bon ordre de grandeur. Car on sait que par exemple, des énergies des atomes, par exemple, énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut fournir pour arracher un électron d'un atome d'hydrogène, c'est 13,6 électronvolts. Ce qu'on appelle le Rydberg. Donc là on a trouvé 30 électronvolts, c'est le bon ordre de grandeur. Donc il y avait une question 5. La question 5, c'était estimer l'ordre de grandeur de la fréquence. Donc ça en fait c'est quelque chose qu'on a déjà fait, c'était μc égale 1 sur tc. Et on avait trouvé justement environ 5, 10 puissance 16 Hz. Donc on est un petit peu au-dessus du visible, on est dans le proche ultraviolet. Donc là ce qu'il faut retenir, c'est qu'une analyse dimensionnelle permet, si on a identifié les paramètres pertinents, de trouver des ordres de grandeur naturels d'un phénomène physique qu'on cherche à étudier.